Bon, salut, autant vous le dire tout de suite, il y a pas mal de traditions bizarres dans le monde, la poiscaille. Comme celle qui consiste à courir derrière un fromage qui dévale une pente raide, en Angleterre. Ouais, ça existe. Ou encore même celle de lâcher les bébés dans le vide pour leur porter chance, en Inde. Et même cette coutume française de lécher des aisselles de femmes enceintes. Quoi? Elle n'existe pas, cette coutume. Autant pour moi, ça c'était juste un délire perso. Mais il est complètement fou, ce mec! Bon, en tout cas, si ces pratiques vous choquent, alors vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre, car nous allons sélectionner les 3 coutumes / traditions les plus hardcore qu'on a trouvées. Et c'est avec notre chère Ariane que l'on va tester ça pour vous. Bonjour Ariane. Bon voilà, elle va prendre un peu cher. Bon, je vous le dis quand même, en théorie, ces rituels sont abolis tellement ils sont atroces. On va quand même les remettre au goût du jour. Sans plus attendre, on passe au premier. Bon, Ariane, est-ce que toi tu connais la fête de la Saint-Jean? Ah oui, c'est la fête où on fait un grand feu? Exactement, c'est ça. Mais ce sera pas à la Saint-Jean comme on l'a faite aujourd'hui. Ce sera plus à la mode 15e siècle. Enfin, Ariane, malheureuse, on a changé d'époque là. Peut-être que tu ne sais pas, mais les chats sont considérés quand même comme des serviteurs du diable au 15e siècle. Lâche-moi cette sale bête où il va t'arriver des bricoles. Voire en vrai peut-être un peu plus que des bricoles, parce que le pape Innocent VIII persécute tous ceux qu'il appelle les amis des chats, c'est-à-dire ceux qui les hébergent, les nourrissent, les caressent. Une chose étrange, c'est qu'on peut s'appeler innocent et faire vraiment des choses assez horribles. En fait, pour vous dire même le niveau d'hystérie sur le sujet, eh bien on fait carrément des procès aux chats. Pardon? Bah oui, en fait, faut dire que on pense déjà que les sorcières, bah elles existent. Mais en plus d'exister, eh bien on pense que les sorcières peuvent prendre l'apparence de chats. Et donc voilà comment nombre de félins ont été condamnés pour sorcellerie. Bon, alors, du coup, ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, les gens étaient pas trop rationnels à l'époque. Et donc, bah, le chat d'Ariane vient de se faire choper. Et là, bah, en vrai, timing parfait, parce que juste avant la Saint-Jean, la boule de poil, en fait, a toutes les chances de finir jetée au feu. D'ailleurs, à Paris, la Saint-Jean était une fête tellement importante que c'était le roi en personne qui allumait le bûcher. Bon, à la base, c'était une fête païenne pour célébrer le solstice, mais c'est devenu en fait une fête religieuse vers le 5e siècle. L'Église s'est approprié le truc et a décidé ensuite que ce feu serait en fait en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, comme son nom l'indique quoi. Et du coup là en l'occurrence le feu de Paris où on est, bah il fait 30 mètres de haut. Putain les gars c'est gigantesque, c'est un immeuble. Et on a pour habitude d'y jeter à peu près autant de chats qu'il y a de mètres. C'est-à-dire à peu près une trentaine donc du coup dans un sac. Vivant hein, j'imagine, hein, sinon c'est pas drôle. Vous voyez ces petits chats tout mignons? Regardez, adorables hein, au feu. Ma pauvre Ariane, ma pauvre Ariane. Tu sais, c'était pas une si bonne idée d'emmener ton chat avec toi. Ah, je te l'avais dit, peut-être. Et d'ailleurs, le pire, c'est que ça amuse beaucoup la foule. Parce qu'en fait, la plupart des gens trouvaient ça très fun de voir des chats se débattre dans les flammes. Et d'ailleurs, selon la croyance de l'époque, leurs cris déchirants confirmaient bien leur caractère diabolique. Et eux, ils auraient pas crié dans le feu, peut-être? Bah, c'était des gens comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'ailleurs, un autre indice diabolique, c'était la capacité des chats à sauter très haut quand on leur jetait des pierres. Voilà, ça fait sens. D'ailleurs, les chats étaient aussi accusés de répandre des épidémies. Alors, c'était plutôt faux, hein, puisque du coup, en vrai, ils bouffaient les rats et donc du coup, ils empêchaient les épidémies. Mais bon, c'est autre chose. Hein. Bref, ce rituel a continué à chaque Saint-Jean, jusqu'à ce qu'un petit garçon se retrouve obligé, malgré lui, d'allumer le feu à seulement 10 ans. On est alors en 1648, et ce petit garçon, c'est Louis XIV. Contrairement à la foule, il n'a pas du tout apprécié l'expérience. Et c'est ainsi que le roi Soleil a décidé de mettre un terme à la torture de nos petits compagnons. Du coup, c'est cool, mais ça ne ramènera pas le chat d'Ariane. Et d'autres traditions tout aussi barbares ont persisté pendant plusieurs siècles, comme par exemple à Ypres, en Belgique, où on lançait des chats du haut d'un beffroi. Donc un beffroi, c'est ça, hein, les gars, hein, vous voyez, ça ressemble à ce machin. Hein. Et ensuite, bah, évidemment, pour les chats survivants, eh bien, la foule s'assurait de les achever avec des bâtons. Pardon? En Europe, les chats étaient plutôt pestiférés, hein. À part peut-être en Pologne ou en Russie, on les considérait encore comme des porte-bonheur. Et on finit sur une note positive, c'est déjà ça. Alors attends, justement, bah j'ai pas fini. Parce que pour que le chat fertilise les champs et porte bonheur à la récolte, bah la superstition voulait qu'on l'enterre vivant. Même en Europe de l'Est, les chats prenaient cher. Mais aujourd'hui, bah tous ces malheurs sont de l'histoire ancienne. Progressivement, les chats ont su prouver qu'ils étaient très efficaces pour chasser les petits nuisibles, comme les rats ou même les souris, et ça les a beaucoup aidés à s'imposer dans nos vies. Par exemple, en France, aujourd'hui, ils sont 13 millions, c'est énorme. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Et il y en a même 2 fois plus que des chiens. On a un peu rattrapé le bordel parce qu'ils peuvent vivre une vie paisible, sans trac, sans emmerde, sans procès et sans condamnation pénale. Et d'ailleurs, j'en connais un qui profite bien pour frauder le fisc. Hein, Quali? Oh, qu'il y a gros patou. T'as pas envie qu'on te brûle, toi? Ah! On tire dans les flammes quand même, hein, putain. Bon, très bien. Terminé avec ces plaisanteries, on passe aux choses sérieuses.
Bon, en vrai, vu qu'Ariane vient de perdre son chat, c'est l'occasion de tester un rituel funéraire pour honorer sa mémoire. Et en la matière, chaque culture a ses propres traditions. Par exemple, dans certains pays, on se rend aux enterrements habillé en noir, en signe de tristesse. Dans d'autres, on dit au revoir de manière beaucoup plus joyeuse et festive. C'est par exemple le cas au Ghana qui est devenu très célèbre pour ses coffin dance. Mais moi, là-dedans, le rituel que je propose à Ariane est beaucoup moins amusant et beaucoup plus extrême. Il est pratiqué par une tribu de Nouvelle-Guinée, donc ici, voilà. Et les membres de cette tribu s'appellent les Dani. Et ils disent adieu à leurs proches en se mutilant. Mais c'est terrible! Plus précisément en mutilant les femmes. Car lorsqu'une femme Dani perd un être cher, elle doit se faire amputer la moitié d'un doigt pour conjurer les esprits. Alors bon, après ils font pas ça pour la mort d'un animal de compagnie, donc en vrai Ariane t'es un peu dispensée. Mais bon, tu vas quand même le faire. Mais les femmes, elles sont consentantes? Apparemment oui. Certaines sont tellement d'accord qu'elles le font même à leur bébé avec les dents. Ce qui, dans leur croyance, servirait également à garantir la longévité de l'enfant. Et c'est possible de renier ses proches pour échapper au supplice? Ariane n'a qu'à dire qu'elle s'est jamais sentie très proche de son chat pour éviter de se faire amputer. Ouais, désolé, je pense pas que ça marche comme ça. En fait, la croyance veut que les esprits des anciens continuent de hanter le village si jamais le sacrifice n'a pas lieu. C'est quand même ouf, ce que les humains sont capables de s'imaginer. Bref, en tout cas, faut y passer. Mais après, bon, je te rassure quand même, Ariane, tu ne devrais pas avoir trop mal, car le doigt est bien serré par un nœud pendant plusieurs minutes, afin de l'engourdir. Vous voyez un peu la sensation quand on n'a plus de sang dans le bras parce qu'on dort dessus toute la nuit. Bien là c'est un peu pareil sauf que c'est pour le doigt. Plus aucune sensation, ou presque. Et c'est là que l'amputation peut avoir lieu. D'ailleurs, je le précise, mais le doigt est toujours coupé par une personne de confiance, comme un parent ou même un frère ou une sœur. Ah oui, donc réciproquement, on doit couper les doigts de nos proches? Ouais, tout à fait, ouais. Je l'ai dit, c'est peut-être encore pire que de se faire couper le sien. Je sais pas, couper le doigt de votre frère ou vous faire couper votre doigt par votre frère. Je couperai ses doigts, quoi. Pouce. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, bisous. Bon, en tout cas, dans le passé, c'était encore pire, car il n'avait que des pierres moyennement coupantes. Et donc, au lieu de trancher net, il tapait sur le doigt avec la pierre, jusqu'à ce qu'il tombe. Ce qui avait le don de casser la phalange et écraser les tissus. Ensuite, il fallait attendre que le bout du doigt meure de lui-même, à cause du manque d'oxygène. Un peu tordu, quoi. Et donc, vu que l'intérieur du doigt était broyé, le sang n'arrivait plus au bout et ça finissait par tomber. Bon, aujourd'hui, je vous rassure, c'est quand même beaucoup plus soft. Ils font ça à la machette. En tout cas, l'étape d'après est de nettoyer et cautériser le doigt. Donc oui, on vous brûle le moignon pour qu'il arrête de saigner. Oh, la douleur doit être horrible. Et il devient quoi le bout de doigt? Eh bien, il est brûlé durant la cérémonie ou même enterré. S'il y a trop de gens qui meurent, en fait, t'as plus de main, quoi, à la fin. Bon, en tout cas, la question qui reste en suspens, c'est pourquoi les hommes sont globalement épargnés. Là, je vous laisse proposer vos hypothèses. Il y a quand même quelques vieillards de la tribu qui ont les doigts coupés. Mais bon, en tout cas, cette coutume est désormais déclarée illégale par l'État de Nouvelle-Guinée. Mais elle est quand même soupçonnée de persister secrètement. On peut pas couper quelque chose comme ça. Enfin, un mauvais jeu de mots. Et même si on espère que, avec le temps, l'habitude va se perdre, les mains des femmes les plus anciennes témoigneront encore pendant plusieurs années de l'existence de cette curieuse coutume. Et pour la dernière étape de notre parcours, on va rester en Nouvelle-Guinée, mais on va changer un peu de tribu là. Je vous présente les Sambia et on va découvrir leur rituel de passage à l'âge adulte. Mais bon, comme ce rituel ne concerne que les hommes, exceptionnellement, Gus, est-ce que t'es prêt à prendre le relais et à devenir un vrai mec? Cool. Eh bien, bon courage, puisque tant que t'as pas fini le rituel, tu restes considéré comme un enfant. Et donc ça, c'est chiant. Donc c'est parti, bébé Gustave. Je le dis, mais normalement, les jeunes Sambia subissent le rituel quand ils ont entre 6 et 10 ans. Mieux vaut tard que jamais pour Gustave. Et justement, 6-10 ans, c'est aussi l'âge où l'enfant est définitivement séparé de sa mère, où il part vivre avec d'autres garçons. Les pauvres, ça doit leur briser le cœur. Oui, mais vu qu'on leur apprend à diaboliser les femmes, en fait, ils n'auront pas beaucoup de regrets sur le long terme. Et donc, après cette séparation, les enfants subissent plein de trucs pas très chouettes, comme se faire insérer un bâton pointu dans les narines jusqu'à ce que leur petit nez saigne. Mais t'inquiète Gustave, c'est presque comme un test PCR, sauf qu'à la fin tu sauras pas si t'as le Covid, quoi, en fait, voilà. Ça me sert à rien. Et puis l'autre différence, c'est qu'à la place du pharmacien, tu auras des hommes qui scandent des chants guerriers autour de toi, en encouragement. Bravo. Gustave, tu as franchi seulement la première étape, mais je sens qu'il reste encore de la féminité en toi. Et donc la deuxième étape est justement pour but d'éradiquer cette féminité. Bon, pour ce faire, je vais pas y aller par 4 chemins. Enfin, du coup, si, pour pas être démonétisé. En gros, Gustave, tu vas devoir boire le liquide qui vient de la prostate. C'est ce qui produit le sperme, quoi.
Ok. Alors je sais que c'est pas forcément considéré comme viril dans notre culture occidentale, hein. Ouais, voilà. Mais là, le problème, c'est que Gustave, t'es trop ethnocentré. Ça va pas du tout. Parce que chez les Sambia, c'est considéré comme un truc viril, car tu vas ingérer de la masculinité. Oh ça oui, putain. Je suis un mâle alpha. Et ainsi, aussi en faire la tienne. En fait, faut y faire. Sans quoi, tout le monde te considérera comme un bébé pour toujours. C'est ça qu'on veut de toi, Gustave. Alors par contre, je précise, mais il n'y a pas de récipient, il n'y a pas un verre. Non, Gustave, tu dois boire à la source. Alors je sais pas comment être plus clair que ça en fait, mais tu vas... les jeunes adultes de la tribu. Et là, je pèse mes mots, ça va être... Et si ça c'est pas ton truc, je suis désolé de te l'annoncer, mais ça se reproduira bien des fois au cours des 10 années qui vont suivre. Oui, car devenir adulte, c'est pas seulement l'affaire d'une petite cérémonie ponctuelle, non, ça s'étale dans le temps. Alors oui, on voit des buissons qui bougent parce que apparemment, ils le font dans les buissons pour préserver l'intimité des jeunes de la tribu. Là, pour préserver un peu Gustave. Jusqu'au jour fatidique où les enfants Sambia deviennent fertiles à leur tour. Preuve que le rituel porte ses fruits. Exactement. Après, est-ce que s'ils ne l'avaient pas fait, ils seraient fertiles? Il s'agit carrément du plus grand mystère de l'univers. Mais du coup, est-ce qu'à partir de là, ils sont tranquilles? Eh bien, non. Car une fois pubères, en fait, ils doivent passer de l'autre côté de l'urètre et c'est à leur tour d'initier les jeunes. Ou plutôt, leur tour de viriliser la bouche des plus jeunes. Du coup, voilà, Gustave, t'as grandi. Est-ce que t'es prêt maintenant à offrir ta semence à la jeunesse? Non. Bon, de toute façon, Gustave est trop fermé d'esprit, mais en même temps, on va pas non plus t'obliger à faire quelque chose qui serait clairement dans l'illégalité en France. Hein. Il y a quand même des limites à l'acculturation. Pour autant, Gustave n'est toujours pas libéré de la violence à ce stade. Les adolescents Sambia continuent de se faire tabasser jusqu'au sang afin de se purifier et d'évacuer définitivement leurs derniers résidus de féminité. Courage, Gustave. En fait, pour être complètement un homme, il ne te reste plus qu'une seule dernière ligne droite, qui consiste à capturer une femme et tuer un homme qui viennent tous deux d'une tribu ennemie. Voilà, du coup, c'est meurtre suivi d'adultère, en fait, du coup, dans notre langage ici. Mais attends, hein, puisque du coup, ça va pas assez loin, tu dois aussi forcer cet homme, avant de le tuer, à boire le liquide. Spécial, quand même, spécial. En tout cas, à partir de ces belles actions d'humanité, c'est là où Gustave devient vraiment un homme et a le droit d'épouser une femme. Il devient un homme et en plus, un homme guerrier. Et bon, à partir de là, j'espère que l'enfant de Gustave ne sera pas un garçon parce que il subira un peu le même sort. Après, je ne sais pas si le sort des femmes est plus enviable, puisque comme on l'a dit au début, on apprend aux hommes quand même à dénigrer le sexe féminin. Voilà, ce sont des mœurs différentes. Hein. Bon, on notera quand même que toutes ces traditions un peu viriles, mais surtout pénibles, sont en recul dans toute la Papouasie. Et les Sambia sont l'une des dernières populations à les perpétuer. D'ailleurs, avant de partir, sachez que je recrute un 3D artiste. Pour postuler, c'est simple, vous avez le lien en description.